Alors bonjour, mon nom est Sylvain Pelchat, je suis de l'Action internationale, je suis vice-président aux affaires internationales. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet qui est super important lorsqu'on fait des transactions internationales et qui est souvent mécompris ou mal utilisé, je dirais, qui est le fameux Incoterm. Donc, je vais vous parler surtout des Incoterms 2010. D'abord, c'est quoi un Incoterm? Donc, Incoterm veut dire International Commercial Term. OK? Donc, c'est des termes de commerce internationaux entre un acheteur et un vendeur. Qu'est-ce que ça vient faire exactement? La transaction est passée, c'est-à-dire que le vendeur veut vendre le produit et l'acheteur veut acheter le produit. Mais on s'entend sur un prix. Et souvent, on se dit, OK, transaction 10 000 tout le monde est content. 10 000 où? 10 000 dans les locaux du vendeur, 10 000 à l'aéroport dans le pays du vendeur, 10 000 au port de l'autre côté ou livré à la porte. Donc, voyez-vous que le 10 000 la transaction n'est pas terminée. On est content d'avoir négocié un bon prix, mais on doit également négocier qui va prendre en charge le transport au niveau des coûts et qui va prendre les risques aussi en cours de transport. Alors aujourd'hui, on va faire une petite capsule sur les Incoterms. C'est surtout pour vous sensibiliser à ces éléments-là, comme quoi c'est hyper important. Je ne passerai pas en revue tous les Incoterms. Vous pourrez le faire dans un cours qui est beaucoup plus élaboré, mais aujourd'hui, c'est surtout pour vous sensibiliser au fait que négocier un prix, c'est une chose. Négocier un prix avec les Incoterms, c'est vraiment de s'assurer que la transaction va être fluide. Et s'il y a un problème, c'est facile de revenir en arrière et de dire, OK, selon l'Incoterm, voici la responsabilité du vendeur, voici la responsabilité de l'acheteur. Sachez que les Incoterms 2010, entre autres, ceux qu'on va parler aujourd'hui, ne sont pas des lois. Donc, il n'y a pas de tribunal international. Les Incoterms viennent de la Chambre de commerce internationale, donc la International Chamber of Commerce, donc qui est le regroupement international des chambres de commerce internationales. Et, dans le fond, à la Chambre de commerce internationale, les entreprises qui auraient un conflit, par exemple, dans le cadre d'une transaction commerciale qui n'a pas bien fonctionné, peuvent aller en arbitrage, donc devant un arbitre, plaider leur cause à la Chambre de commerce internationale pour savoir qui va être dédommagé ou qui va être responsable de quoi. OK? Donc, ce qui est intéressant de ça, c'est qu'effectivement, la Chambre de commerce internationale publie un livre qui s'appelle Les Incoterms 2010, donc c'est une Bible. Dans le cas présent, j'ai la version bilingue dans les mains, mais c'est un peu comme les Jeux olympiques. La Chambre de commerce internationale est à Paris. Il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. Et bien entendu, l'anglais a préséance s'il y a un doute entre les versions des deux côtés. Mais sachez que ce livre-là est disponible sur Internet. Vous pouvez vous le faire venir. C'est vraiment le détail de chacun des Incoterms dont je vais brièvement vous parler aujourd'hui. Il y a deux catégories d'Incoterms, c'est-à-dire vous avez les Incoterms multimodaux qu'on appelle, c'est-à-dire eux sont utilisés pour tous les modes de transport. Donc ceux qu'on connaît communément, l'avion, le bateau, le train et le camion. Par contre, il y en a 4 autres Incoterms qu'on appelle les Incoterms maritimes ou fluviaux. Eux ne sont utilisés que du côté maritime. Et là, ne pas mélanger avec les conteneurs de bateaux. Ça, c'est vraiment, ces 4 Incoterms-là, c'est quand ça part d'un port, donc PORT, d'un port à l'origine pour aller vers un port à destination. Exemple, la raffinerie de Saint-Romuald à Québec, donc la Ultramar, achète du pétrole brut, par exemple, en Arabie saoudite. Donc, c'est pris d'un port directement où le pétrole est chargé dans le bateau et va venir jusqu'au port à Saint-Romuald à Québec et que là, qui va être déchargé. Donc, il n'y a pas d'autre moyen de transport que le bateau qui est pris. Il n'y a pas de camion, il n'y a pas de train. C'est vraiment du port à port. Je ne parlerai pas de ces Incoterms-là parce qu'ils ne représentent peut-être que 5-6 du commerce international et probablement dans le genre de commerce que vous êtes. On va se concentrer sur les Incoterms multimodaux. Il y en a 7. Et vous les connaissez probablement. Ça débute de Ex-Works jusqu'à DDP. Donc, vous avez le Ex-Works, le FCA, le CPT et le CIP qui sont le petit frère et la petite sœur que je vais vous expliquer tantôt. Ensuite de ça, dans les Incoterms de destination, on va avoir du DAT pour Delivery at Terminal, du DAP pour Delivery at Place et on aura du DDP pour Delivery and Duty Paid. Donc, le premier Incoterm, c'est le Ex-Works, OK? Donc, qui veut dire ex-factory ou ex à l'usine. Ce que ça veut dire exactement, c'est dire que la responsabilité du vendeur, elle est tout simplement la suivante. Je vais te donner l'exemple avec mon téléphone. L'exemple de fabriquer un produit, donc faire tout ce qu'il y a à faire parce qu'on a eu une transaction ensemble, donc l'emballer et le mettre sur le quai à la disposition de mon acheteur. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que je l'ai mis sur le quai et qu'il est là, mon client, donc l'acheteur, va envoyer son transporteur via son transitaire ou son transporteur, comme il va l'organiser. Et lorsque celui-ci va se présenter chez moi, dès l'instant où le cargo est soulevé de mon plancher,
toute la responsabilité est à l'acheteur. Donc, en Ex-Works, ce que ça dit, vous voulez avoir mon produit, venez le chercher à mon usine, je vais vous le préparer, je vais faire votre document de packing list, et c'est les seules responsabilités que j'ai. Alors, il y a certaines entreprises qui utilisent ça pour se dégager de toute responsabilité par rapport au transport. Le deuxième Incoterm, qui est toujours utilisé dans le pays d'origine, qui s'appelle le FCA pour le Free Carrier. Le FCA, il y a deux possibilités. Encore une fois, je reprends mon exemple où j'ai ma palette qui est sur le plancher, ou bien on fait un FCA à l'usine, ou on fait un FCA au terminal ou à l'entrepôt, toujours dans le pays d'origine. OK? Donc, par exemple, si j'exporte du Québec, donc ça pourrait être un FCA où mon client amène son transporteur dans mon usine et vient chercher le cargo à mon usine. Là, la différence avec Ex-Works de tantôt, c'est que tantôt, le colis, dès qu'il était soulevé, la responsabilité était à l'acheteur. Maintenant, c'est ma responsabilité en tant que vendeur de faire le chargement dans le camion. Et quand le cargo est déposé dans le camion, toute la responsabilité est à mon acheteur. Par contre, ça peut être un autre FCA où tout de suite après le FCA, on va venir indiquer, par exemple, vient livrer à l'aéroport de Dorval, au terminal à l'aéroport de Dorval. Alors là, ça serait ma responsabilité en tant que vendeur de préparer le cargo, le mettre dans un camion, donc que je vais payer le transport, l'acheminer jusqu'à l'aéroport. Et une fois qu'on arrive à l'aéroport, à l'endroit dédié, aussitôt que les gens de l'aéroport soulèvent le cargo du sol dans mon camion, dans le fond, toute la responsabilité est à l'acheteur. Donc, voyez-vous que selon l'Incoterm qu'on choisit, il y a un moment précis où bascule la responsabilité entre le vendeur et l'acheteur. C'est un excellent Incoterm à utiliser si vous vendez à l'étranger et que votre client va s'occuper du transport. L'autre différence entre FCA et Ex-Works, FCA, avec le petit bouton rouge, c'est la douane. Donc, en Ex-Works, selon le Ex-Works, je n'ai pas à préparer les documents de douane. Par contre, on voit que FCA est après la douane. Donc, ce que je dois faire, en plus de charger ou de livrer à l'aéroport, je dois préparer les différents documents au nom de mon vendeur. Donc, tout ce qu'on disait, c'est-à-dire facture commerciale, packing list, un B13 si je sors vers d'autres pays que les États-Unis, certificat d'origine. Donc, tous les documents reliés à l'expédition dans le cadre du FCA doivent être faits. Le troisième Incoterm que vous allez voir à l'écran et le quatrième, je vais parler des deux en même temps parce que c'est le petit frère et la petite sœur, comme je dis souvent, donc le CPT ou le CIP. Donc, CPT veut dire Carriage Paid To, donc le transport est payé jusqu'à un certain endroit, tandis que CIP, c'est Cost Insurance qui est inclus à l'intérieur. Donc, la différence entre les deux, c'est le même Incoterm, sauf que le CIP, le I veut dire Insurance, c'est-à-dire que le vendeur va contracter une police d'assurance au nom de l'acheteur. OK? Faites attention, dans la majorité des transactions, lorsque vous allez négocier un CIP, par exemple, l'Incoterm, la police d'assurance qui vient avec, c'est une assurance perte totale. Faites attention, perte totale, ce n'est pas la meilleure couverture d'assurance. La meilleure couverture d'assurance, c'est vraiment d'avoir une protection tout risque. OK? Donc, je reviens. Ce que ça dit ici à l'écran, vous allez très bien voir que vous, en tant que vendeur, donc vous avez négocié avec l'acheteur. L'acheteur, il dit, on va faire un CPT à mes bureaux en Allemagne, par exemple. Oh boy! Là, vous dites, OK, moi, j'aime pas trop ça parce qu'on ne vend pas beaucoup à l'international. Je suis d'accord, je vais payer le transport jusqu'en Allemagne, mais je ne veux pas prendre des risques. Ce qui veut dire que lorsque je vais transférer la marchandise au premier transporteur ici au Québec, ma responsabilité se termine. Même si je paye le transport jusqu'à l'autre côté, ma responsabilité se termine. Alors, c'est un excellent Incoterm à utiliser, effectivement, dépendant, comme je dis souvent, si vous expédiez dans des pays exotiques ou vous n'êtes pas trop sûr de l'autre côté. Donc, on revient en arrière, Ex-Works à l'usine, FCA donné au transporteur du client et CPT, CIP envoyé jusqu'au lieu convenu de transport, mais je ne prends pas les risques. Les trois derniers Incoterms sont simples, c'est vraiment des Incoterms du pays de destination. Je reviens à mon exemple où j'expédie du Canada et j'expédie ça en Allemagne, par exemple. Alors, mon allemand dans la négociation, c'est pour ça que je reviens encore avec votre Incoterm, l'Incoterm que je disais tantôt que c'est un élément de négociation. On a négocié un prix, mais il faut aussi négocier l'Incoterm. Alors, l'Allemand, il dit, je vais te le prendre au prix qu'on a convenu, mais cette fois-ci, on va faire un DAT, un Delivery at Terminal. Ça veut dire que moi, le vendeur, je dois préparer le cargo, le mettre dans un camion, le faire livrer au port. Une fois qu'il est arrivé au port, il va être chargé dans un conteneur, chargé sur un bateau. Je vais payer le transport jusqu'à l'autre côté. Quand le bateau, le vaisseau, va arriver de l'autre côté, donc si par exemple le bateau arrête au port de Bremen en Allemagne,
lorsque le bateau arrive au quai et que mon conteneur est déchargé et qu'il touche le sol, dès l'instant où il touche le sol, je n'ai plus de responsabilité. Moi, j'ai payé le transport jusqu'à ce port-là, j'ai pris la responsabilité, mais dès l'instant où l'autorité portuaire indique « on a reçu le conteneur à 11h32, tel numéro », autant au niveau des coûts que des risques, je n'ai plus. Là, c'est à mon acheteur à prendre le reste de la responsabilité, faire le dédouanement et l'amener dans ses locaux. DAT, qui est Delivery at Place, est l'incoterme suivant. Lui est intéressant aussi, le DAT, lorsque vous expédiez à l'international. C'est-à-dire que vous, en tant que vendeur et l'acheteur, vous avez négocié un DAT, c'est-à-dire que vous allez payer le transport et vous allez prendre le risque jusqu'à la livraison finale à l'adresse que lui a décidé, donc dans son entrepôt, dans son usine ou peu importe, donc un endroit dédié, mais vous ne prenez pas les droits et taxes et le dédouanement. C'est à la charge de l'importateur. Donc, ça, c'est bien. Vous avez vraiment une solution pour votre client de A à Z. Vous l'avez pris en charge. Par contre, lui, il va prendre les droits et taxes dans son pays. Sachez que si on parle de l'Europe, entre autres, la VAT, la fameuse Value Added Tax ou la taxe à valeur ajoutée, tourne autour des 20 %. Donc, si vous n'êtes pas une entreprise de ce pays-là et que vous dédouanez au nom de votre client, vous allez avoir un 20 % à payer que vous ne pourrez pas récupérer. Donc, DAP est un excellent incoterme aussi. Le dernier incoterme, c'est le DDP, le Delivery Duty Paid. Lui, il faut faire très, très, très attention, comme j'ai mentionné dans DAP, c'est-à-dire que vous, en tant que vendeur, vous prenez vraiment toutes les responsabilités de A à Z. Vous le livrez jusqu'à la porte, vous vous dédouanez, vous payez les droits et taxes, et lorsqu'il arrive dans les mains de votre client, il n'y a rien à faire. Tout a été payé d'avance. Quand c'est des valeurs importantes, il faut faire attention, surtout que si vous n'êtes pas inscrit dans ce pays-là. Je reviens à mon histoire de la VAT. Vous venez de perdre 20 % par temps que vous ne pourrez pas récupérer. Tandis que si l'entreprise de l'autre côté s'occupe de dédouaner elle-même, elle, via un processus un peu comme notre TPS TVQ, va pouvoir, avec les intrants, récupérer cet argent-là. Donc, si vous allez en DDP, attention aux grandes valeurs, parce que si votre cargo vaut 100 000 $, vous avez un 20 000 tout de suite de taxes que vous ne pourrez pas récupérer. Souvent, c'est votre marge de profit, donc il faut faire attention. Donc, DDP, à quel endroit qui est intéressant à utiliser? Moi, je vous dirais quand vous expédiez des objets de faible valeur ou encore que vous expédiez des échantillons, des produits qui sont de cette nature-là. DDP, c'est parfait. Votre client à l'autre bout reçoit ces échantillons ou ces objets de faible valeur. Si un colis vaut 100 $, puis la VAT est 20 %, ça va vous coûter 20 $ de plus. Donc, si vous, dans votre modèle économique, ça fonctionne, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, en bref, et c'est vraiment bref, je vous ai fait parcourir les Incoterms 2010. Ce qui est le plus important, c'est que vous compreniez où est-ce que commence et se termine la responsabilité de l'un et l'autre. Et surtout, dès que vous négociez avec des acheteurs étrangers ou encore avec des clients étrangers, assurez-vous de négocier votre Incoterm dès le départ. Parce que si vous ne le faites pas, là, en anglais, on dit « assume ». Vous assumez que le client va s'en occuper et le client assume que vous allez vous en occuper. Et souvent, il va y avoir un imbroglio. On va perdre du temps. Donc, le temps, c'est de l'argent. Et dans certains cas, même, ça peut faire achopper des transactions. Donc, ce n'est pas tout de négocier le prix. Vous devez aussi négocier votre Incoterm. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter chez l'Action internationale. Mon nom est Sylvain Pelchat. Merci d'avoir été à l'écoute.